Bonjour à tous, donc voilà, nous voilà arrivés encore dans une étape supplémentaire en termes de technique ossature bois. Donc on va attaquer la mise en place des panneaux d'habillage extérieur de l'ossature. Alors ici, exceptionnellement, on va travailler avec des panneaux Célite. Donc les panneaux Célite, c'est des panneaux feutrés bitumés ou bitumeux, d'accord. Donc c'est des panneaux extérieurs qui permettent en fait à la condensation intérieure du bâtiment de s'évacuer et par contre à empêcher les intempéries d'agresser l'ossature. Donc c'est étanche de l'extérieur vers l'intérieur mais perméable de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est comme un Gore-Tex. Quand vous marchez dans la rivière avec vos pompes, ben en fait l'eau ne s'est pas rentrée dans votre chaussure mais la transpiration c'est sortir de votre chaussure. Donc voilà, c'est le principe du Gore-Tex, l'ossature bois, ça doit être fait comme ça. Alors, d'habitude, je travaille avec des panneaux AG-PAN, qui sont des panneaux qui contreventent la structure, donc qui sont aussi rigides qu'un panneau d'OSB. Par contre, ceux-ci, vous voyez, ils sont beaucoup plus souples, donc ils ne sont pas considérés comme contreventement au niveau structurel. Malheureusement, avec la pénurie de matériaux qu'on connaît pour le moment en Europe, on ne sait plus avoir de panneaux AG-PAN chez les fournisseurs, en tout cas dans ma région, peut-être plus loin, mais en tout cas dans ma région, on ne sait pas en avoir. Et a priori, ils n'ont aucun délai à plusieurs mois. Donc on s'est rabattu sur les Célite parce que ben voilà, ils ont les mêmes caractéristiques au niveau technique, purement ossature bois, de laisser respirer le bâtiment, etc. Mais par contre, ils ne permettent pas de contreventer le bâtiment. Donc du coup, on va devoir mettre un OSB à l'intérieur. Alors, pour pouvoir positionner les panneaux AG-PAN, qu'est-ce qu'on doit veiller ? Donc la première chose, c'est on va tirer un trait de laser pour tirer notre première ligne de panneau. Alors j'ai mis mon laser, donc le principe du laser c'est quoi? On a un faisceau lumineux qui est parfaitement de niveau où j'ai déterminé une hauteur. Donc ici c'est une hauteur aléatoire. Je vais pouvoir capter mon laser ici. Donc une fois que j'ai capté mon niveau laser, voilà, j'ai capté mon niveau laser, je fais un trait. Hop. Une fois que ce trait-là est fait, je vais prendre 1 cm en dessous de mes linteaux de fenêtre. Alors ici c'est un bâtiment un peu particulier parce que tous les linteaux de fenêtre sont au même niveau, donc on va pouvoir aligner nos panneaux pour avoir le moins de chute possible avec 1 cm de débordement en dessous du linteau pour créer une goutte d'eau. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'eau c'est une nature morte, donc quand l'eau va pouvoir s'écouler, une fois qu'elle va arriver sur cette arête, elle va vouloir rentrer puis elle va descendre, mais elle ne remontera jamais. Donc une fois qu'elle aura passé la profondeur de l'épaisseur du panneau Célite, la goutte d'eau tombera. S'il y avait de la condensation qui passe derrière le bardage ou s'il y avait de l'eau, puisqu'ici c'est un bardage ajouré, c'est important de respecter ce petit débordement en partie haute du linteau. Donc une fois qu'on a pris notre trait 1 cm plus bas, on a compassé le nombre de panneaux. Donc compassé, c'est-à-dire qu'on a reporté la hauteur exacte des panneaux à chaque fois vers le bas, pour savoir la distance exacte du premier panneau ici en bas. Donc ici, on va devoir déligner de 4 cm. Donc les panneaux sont déjà délignés sur leur longueur. Et en ayant tiré notre trait de laser, donc j'ai fait mon trait de laser ici à gauche, mon trait de laser au coin du bâtiment là-bas, aux 4 coins du bâtiment en fait, et on a tiré un trait de cordex, comme vous pouvez le voir. Donc la ficelle avec un petit peu d'encre. Donc une fois que ça a été tiré, on va pouvoir aligner la partie arrière. Donc la partie arrière ici de notre panneau, donc la rainure ici arrière va être alignée parfaitement à notre trait de cordex. D'accord? Donc vraiment ici l'arête arrière va être alignée au trait de cordex. Comme ça on est certain de partir avec une première rangée parfaitement de niveau et ne pas avoir des décalages au niveau de nos linteaux de fenêtre ou autres. C'est important que tous les panneaux soient rainurés languettés à chaque fois, c'est-à-dire qu'aux jonctions des fenêtres, on ne va pas couper un plat et puis revenir avec un plat. Il faut vraiment que ça soit emboîté. Et là, c'est une question d'étanchéité à l'air. OK? Donc ça, c'était pour le départ au niveau des panneaux Célite. Alors, comment est-ce qu'ils se fixent? Tout simplement avec des vis ici de 5 par 45, donc diamètre 5, 45 mm de profondeur. Et pour le reste, voilà, on va vous montrer comment on fait. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire, Louis? Non, mais il y avait le tuyau d'eau. Alors oui, moi je travaille avec un laser ici. Vous aurez remarqué d'ailleurs que ce n'est pas un laser rotatif, je le tourne encore manuellement.
J'ai commencé comme tout le monde avec un tuyau d'eau. Alors le principe du tuyau d'eau, c'est quoi? C'est le principe des vases communicants. Donc vous avez un tuyau rempli d'eau. Il faut juste veiller à ce qu'il n'y ait pas de bulle d'air dans votre tuyau d'eau et vous laissez de part et d'autre de votre tuyau 10 cm de vide. Donc ça sera de l'air évidemment. Une fois que ça c'est fait, vous venez de nouveau faire un trait à un endroit aléatoire. Vous laissez descendre votre tuyau tout le long du bâtiment et remonter le long d'un montant. Là, malheureusement, il faut être deux, en tout cas c'est l'idéal. Une personne vient aligner le niveau d'eau au niveau de votre trait de crayon et la deuxième personne attend que le niveau se stabilise. Une fois que le niveau est stabilisé, on fait un deuxième trait et on est parfaitement de niveau. En fait, c'est le principe du vase communicant. Donc les gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir un laser, ils peuvent acheter un tuyau d'eau dans un magasin de bricolage. Ça coûte à mon avis 10 ou 15 €. Un tuyau, enfin le remplir d'eau, bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air dedans et c'est parti. Le gros avantage du tuyau, contrairement au laser, c'est qu'on peut très bien partir d'ici et amener un trait de laser dans les cloisons intérieures, dans les cloisons qui sont masquées, que le laser, une fois que j'ai mis mon panneau ici, le faisceau ne passe plus. Donc le tuyau d'eau, c'est quand même quelque chose d'assez pratique à la base. Voilà, la plupart des indépendants ou des professionnels ont des lasers pour une question de facilité, de rapidité plutôt, mais en termes de pratique, le tuyau d'eau est très intéressant. Voilà, donc on va commencer à installer nos panneaux et puis on vous montre tout ça et on vous reprend après. Voilà. J'ai regardé une vidéo de Floki, il utilise ce genre de vis pour mettre les panneaux d'Agepan ou de Célite, c'est inutile. Hein. Floki, des vis comme ça c'est suffisant. Bonjour madame. Madame, ça va madame? Dites, ça va si je vous mets des vis comme ça madame? Au niveau de la mise en place des vis, ici il faut 3 vis par montant. Donc les Célites, on met 3 vis sur les derniers montants. Donc ici on a un montant, on est sur le bout du panneau, on va mettre 3 vis et ensuite on met 2 vis à 15 cm du bord plus ou moins. Par contre les Célites étant beaucoup plus souples, on doit mettre 3 vis par montant. Ok? Donc là comme ça tu le sais aussi, ouais. C'est important. Donc pour ceux qui nous suivent un peu, donc monsieur est pompier, il arrive un peu plus tard mais il est tôt en fait au final, il travaille avec nous. Olivier en fait a décidé de faire la plus belle ossature du monde, c'est pour ça qu'il travaille avec nous quoi. Voilà, et par chance, monsieur Pirard habite à 500 mètres de chez moi, donc voilà. C'est une chance inouïe. Exactement, c'est ce que je me dis. Voilà. Que du bonheur. La plus belle ossature du monde. Alors encore une chose importante, alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais l'avantage, et ça c'est important pour vous aussi de comprendre, ces panneaux-ci ont une languette biseautée dans les deux sens. Et en fait ça permet quoi? De faire, quand l'eau va s'écouler, de chaque fois pouvoir descendre vers le bas. Donc certains panneaux comme l'OSB par exemple ont des languettes qui sont droites. Et donc l'eau aura tendance à stagner ici dans la bâtée de la languette. L'avantage de ce type de panneau, c'est que vous avez une languette qui est biseautée comme ceci et qui est biseautée comme ceci. Donc l'eau va toujours descendre comme ceci et est habituée à redescendre toujours vers le bas. Donc le moindre problème d'infiltration d'eau dans votre panneau, l'eau ressortira vers l'extérieur. Et alors on a à chaque fois un décalage entre la rainure avant et la rainure arrière pour justement empêcher l'eau de pouvoir rentrer dans le bâtiment.
là, évidemment, on repère tous les montants de l'ossature pour justement venir fixer nos rayons. Donc ça, j'explique pour les gens, Louis. C'est bien pour moi aussi. Ok, 390, on fait rentrer là. Donc comme vous venez de le voir, donc on vient d'installer tout le pare-pluie. Alors faire attention, quand c'est du bardage, ici c'est du bardage ajouré en l'occurrence, donc une latte, un vide, etc. Il faut que le pare-pluie soit résistant aux UV et évidemment aux intempéries. Ça je pourrais essayer de regarder sur la notice et je le mettrai dans les commentaires en dessous de la vidéo. Il y a quelques petites subtilités à faire au niveau des baies de fenêtres, au niveau des découpes, puisqu'on coupe droit au-dessus des linteaux pour créer une goutte d'eau en fait avec le pare-pluie, et puis on vient reglisser une membrane pare-pluie à l'intérieur qui rentre de part et d'autre par l'arrière. Mais ça fera l'objet d'une vidéo sur un linteau. Alors vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, mais il pleut de nouveau, donc on est encore emmerdé pour laisser la caméra expliquer. C'est un peu embêtant, mais voilà, c'est comme ça. Donc pour essayer de ne pas rater trop d'étapes, on arrive ici donc au départ de la jonction du mur. Donc pour ceux qui suivent et qui ont vu le départ de l'ossature, vous avez remarqué que contrairement au bâtiment qu'on avait fait en début d'année, on n'a pas mis de bande étanche entre l'ossature et le crépi de l'habitation existante. Pourquoi? Parce qu'ici, on a justement le pare-pluie qui revient contre la façade et qui recule de 6 cm ici en l'occurrence, parce qu'on a un complexe latte bardage de 5 cm. Donc on va le laisser ressortir d'1 cm de plus et puis on va recouper tout le long. Entre cette membrane et le crépi, on va y mettre un joint, c'est du rubber seal, donc c'est un genre de silicone si vous voulez, mais étanche, donc c'est noir, c'est prévu pour, et donc on vient le mettre tout le long, on vient le replaquer dessus. Alors, deux solutions, soit on travaille avec ce type de latte, mais ça je vous le montrerai quand on va faire les contours de fenêtre, ou alors on peut travailler avec un profilé, soit en zinc, soit en aluminium. Alors pour l'aluminium, hop, voilà, on peut travailler avec ce type de profilé. Donc en fait, on a une goutte d'eau sur le côté et un biseau sur l'avant. Et alors, on vient le plaquer ici contre la façade, d'accord?
fixé et on vient refaire un joint de silicone tout le long, d'accord? Et ensuite le bardage vient contre le profilé en aluminium. C'est une solution. Ici on est plutôt parti sur un profilé bois parce qu'on veut vraiment faire une démarcation entre l'habitation existante et l'extension. Mais voilà, donc c'est une autre manière de faire. Donc on travaille avec des cornières de ce style-là, c'est des cornières en W, donc qui va venir se positionner en fait comme ceci. Voilà. Le long du mur, on a un joint de silicone, donc comme je vous dis, derrière la membrane, et le bardage va venir se clouer contre. Ensuite, on va avoir un lattage, la même moulure qui va faire le pourtour. Comme ça, en fait, quand l'eau s'infiltre à l'intérieur, elle s'écoule, contrairement aux cornières, donc les L, hein, comme ça, qui viennent englober. À terme, ça pourrit. Tandis qu'ici, l'eau va s'écouler dedans et va couler. Alors, c'est un bardage ajouré, donc qui a beaucoup moins d'importance qu'un bardage rainuré languetté, mais quand on a un bardage rainuré languetté, l'avantage avec ce type de rainure, c'est comme je vous dis, l'eau vient s'infiltrer sur le côté et alors peut coulisser. Nous on laisse un joint entre la latte et le bord du profilé de 3 mm uniquement pour un côté esthétique. Voilà. Vous allez voir tout ça, on essaie de vous reprendre, c'est difficile de vous mettre sur le côté parce qu'il pleut, alors l'appareil va prendre la flotte, mais on va essayer de faire quelques brides et de vous reprendre entre temps. Allez, on continue. Dans le bardage, malheureusement, on a dû couper à un moment donné parce qu'il a draché. Il suffit de voir la flotte qu'il y a dans le bâtiment. Là, on vient de percer la toiture pour faire évacuer l'eau qui était bloquée en attendant la membrane EPDM. Et en fait, ici, il faut savoir que depuis 15 jours, il pleut une demi-journée complète, puis il fait plus ou moins sec comme maintenant avec un beau soleil, etc. Puis il redrache. Enfin, c'est vraiment une catastrophe finie. Je suis même triste parce qu'on avait des super vidéos où je voulais vous montrer les plis au niveau des ouvertures de fenêtres, etc. pour assurer une étanchéité pour les bardages étanches et tout, pour les bardages ajourés, pardon. Et on n'a rien su prendre parce qu'il drachait. Donc nous on avance, hein, il faut qu'on avance, mais malheureusement je suis un peu déçu parce que j'aurais voulu vous montrer tous ces petits détails techniques, etc. Alors pour vous expliquer où on en est un petit peu, donc on a mis toutes les lattes à anthrax des montants, donc c'est-à-dire qu'on est venu rechercher chaque fois nos rayons dans les montants de l'ossature. Alors, on va parler un petit peu chiffres justement concernant ça, c'est-à-dire que pour tout ce qui est bardage, il y a bardage rainuré languetté, bardage ajouré et ce genre de choses, et le lattage peut être mis de manière un peu différente en fonction d'un bardage ajouré ou d'un bardage rainuré languetté, pour la ventilation et pour permettre justement l'accroche efficace de la structure. Alors ici on va parler de bardage ajouré puisque c'est ce qui nous occupe. Alors au niveau des bardages ajourés, vous pouvez avoir des lattes qui font de 2 cm à 8 cm ou plus, hein, d'accord. Donc ici nous on va travailler avec du bardage qui fait 6 cm,8 de haut. Dans ce cas-ci, on peut se permettre un anthrax entre les rayons de 60 cm à 65. Moi je ne vais pas au-delà de 60 pour la fixation. Alors ça nécessite 2 poids de fixation, donc c'est-à-dire soit 2 clous, soit 2 vis. En dessous de 5 cm, on doit réduire, donc 5 cm de latte de bardage, on doit réduire l'espace entre les rayons à 40 cm et on peut se permettre une seule fixation, donc soit un clou, soit une vis. Donc ça c'était pour l'explication. Alors comment est-ce qu'on a procédé? Tout simplement on a commencé, mais ça je pense que vous l'avez vu ou vous allez le voir, on a commencé par l'étanchéité sur le bord de l'habitation et on a mis tous nos rayons de part et d'autre. Donc d'abord un rayon de part et d'autre des baies de fenêtres et on vient mettre ces fameuses lattes de finition dans lesquelles le bardage va venir se poser et se clouer. Donc ici l'épaisseur, c'est l'épaisseur du bardage. On a ensuite un retour au niveau des baies de fenêtres et on a fait tous nos encadrements de toutes les fenêtres. Ensuite on a mis tous nos rayons dans les montants existants de l'ossature, donc comme je l'ai expliqué. Et pour finir, on a fait tous nos encadrements de fenêtres avec les moulures qui sont prévues. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir notre bardage. Alors, comme je l'ai expliqué pour cette ossature-ci, petite facilité entre guillemets et subtilité, c'est que tous les linteaux de fenêtres sont à la même hauteur. Donc sur toutes les 3 façades, les linteaux de fenêtres sont à la même hauteur. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, étant donné que c'est du bardage ajouré, si ça avait été du rainuré languetté, j'aurais pas fait pareil, hein, attention. On va partir avec une première ligne
au niveau du linteau. D'accord? Comme ça, on a notre première bande. Et ensuite, on va venir descendre ou monter toutes nos lattes, les assembler, clouer. Alors, les clous inox, obligatoire, pas de clous galva, pas de clous acier ou quoi que ce soit, sinon ça fait des traînées noires sur votre bardage. Ici c'est du mélèze, mais quand c'est du cèdre ou autre, c'est des bois tanniques, et là on a toutes les traînées qui se font. Sur le mélèze pareil, hein, c'est-à-dire qu'il y a une hydrolyse qui se crée, et donc ça tâche tout le bois. Ça c'est une première chose. Ensuite, au niveau des coûts, donc la plupart des gens souvent se disent ouais en fait le lattage c'est quand même cher hein, pour la mise en œuvre, etc. Pour vous donner une idée, pour faire tout le lattage ici avec la mise en place des bandes étanches, faire les raccords corrects, alors c'est vrai qu'on n'a pas eu la météo, on a mis quand même la journée d'hier. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, au niveau de la pose et au niveau du coût de la pose, les gens ont des fois du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre le bardage rainuré et entre le bardage ajouré. Alors le bardage rainuré-languetté, une fois qu'on a mis notre première latte, c'est uniquement de l'emboîtement, du clouage, etc. Il n'y a pas besoin de raccord particulier entre les lattes puisqu'ils sont rainuré-languettés en about. Mais par contre ici, le bardage ajouré, à chaque fois qu'on a une coupe à faire, si la latte est trop courte, on doit s'arrêter à chaque fois à la jonction d'un rayon. Donc ça veut dire qu'on a une perte plus importante en termes de matière. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, en termes de clous. Une boîte de clous, et ça m'a fait rire, j'ai demandé à Louis, on est allé rechercher des clous inox hier. Tiens, une boîte comme ça, combien est-ce que tu penses ça doit coûter? Alors il me dit oh, 20-25 euros. Une boîte de clous inox de 2000, c'est 140 euros hors TVA. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une idée. Pour ce type de bardage, étant donné qu'on a besoin de 2 clous par latte, vous allez voir le nombre de lattes qu'on a, ben vous faites le calcul, on est vite à 250-300 euros de clous. D'accord? Ça c'est uniquement pour les clous. Ensuite, il y a évidemment la matière et la main d'œuvre. Donc voilà, ça c'était pour vous donner une petite idée et arrêter un petit peu de taper sur le dos de vos artisans et de vos entrepreneurs des fois quand ils vous remettent pris sur ce type de projet. Oui, c'est pas bon marché, la pose de bardage ajouré, mais il y a toutes ces choses-là qui sont à prendre en compte. Allez, on va vous mettre de côté, on va attaquer tout ça, on espère avoir fini aujourd'hui et puis je referai un montage avec plusieurs techniques, donc des coupes et tout à l'atelier sur une petite ossature, parce que ça me ferait plaisir quand même de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. C'est tous des points techniques qui sont super importants pour la pérennité du bâtiment. Allez, on est parti.
Donc voilà, on arrive à la première étape, c'est-à-dire une façade de réaliser. Alors une fois que celle-ci est faite, je vais vous montrer en fait ce que vous devez vérifier éventuellement pour savoir si le bardage a été correctement effectué, que ce soit vous qui le fassiez ou éventuellement un entrepreneur. Pour que le bardage ne force pas, vous ne devez pas avoir de vagues dans votre bardage. Donc ça veut dire que le latage est parfaitement horizontal et parfaitement dans un même plan. Donc ça c'est très très important. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre un niveau dessus et on vérifie qu'on est bien à plat. On est à plat et de niveau. C'est le cas. Et alors on vient mettre notre niveau comme ceci et on vérifie tout le long et il n'y a pas de bosse, donc on regarde bien ici, on n'a vraiment aucune bosse tout le long quand on fait la diagonale, donc ça veut dire qu'on a vraiment une façade qui est parfaitement plane. Donc automatiquement le bois ne force à aucun endroit, il est cloué, il est parfaitement cloué dans les lattes, ça veut dire qu'il est sur un même plan et ça va être uniquement le travail du bois lui-même qui va un peu faire bouger ou faire travailler les clous. Donc les clous sont vraiment là pour maintenir la structure. Si dès le départ vous avez des vagues comme ceci ou comme ceci dans votre façade, ben vous amenez déjà une pression sur le bois. Donc ça c'est important. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose d'autre à dire, Louis? Non? Donc voilà, première façade effectuée. On laisse, assis, quand même important, pour les gens qui se poseraient les questions, en partie basse, on laisse toujours 20 cm. Donc c'est-à-dire que le bardage ne peut jamais se situer à moins de 20 cm du niveau fini extérieur, parce qu'avec les rejets d'eau, ça non seulement fait pourrir le bois, et quand c'est du bardage rainuré languetté, les premières planches vont prendre trop d'eau, vont gonfler et vont faire pousser votre bardage et là vous risquez d'avoir des décrochages de planches. Ensuite au niveau des seuils de fenêtre, donc ici la personne qui va mettre les châssis, c'est pas nous ici en l'occurrence, va devoir recouper avec l'angle défini et la hauteur exacte de son seuil de fenêtre et venir s'encastrer ici à droite, s'encastrer ici à gauche. Déjà cette latte-ci est un petit peu trop haute, mais elle va être recouverte par la bavette. Ensuite on a encore nos retours de fenêtre à faire, mais on va continuer, on a encore la façade là-bas et tout le reste. Mais j'en profitais que pour une fois qu'on a le soleil, je sais vous expliquer quelque chose d'assez cohérent et je pense intéressant à comprendre. Allez, on continue. Ben, c'est pas moi qui dois reculer, c'est l'appareil. Nous, attends, tu veux pas non plus qu'on aille dans le fossé? Je veux
bien, mais le problème c'est que moi j'ai une câble. Hein? T'as le câble, attends, il fait 60 mètres de long. Tu veux du bout? C'est pas... Hey, t'es même pas coiffé. c'est pas possible ça. Ça va? C'est bon, ouais. C'est bon? Allez, c'est bon. Ah ouais? Ben voilà, on arrive plus ou moins à la fin du projet, il nous reste juste la membrane EPDM à faire. Donc on était chez Olivier, hein, Monsieur N, je pense que ça s'est bien passé. Bon, en tout cas, j'ai adoré la collaboration avec toi, parce qu'on se tutoie, donc on va pas faire semblant de vous voyer devant la caméra. Et puis, ben voilà, dis-moi ce que tu as pensé. Est-ce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse de savoir, parce qu'on avait déjà fait un petit peu l'interview avec Monsieur Legrand, en fait, en janvier chez lui, c'est de savoir si tu te rends compte justement des petits détails techniques qu'il pourrait y avoir, que en le faisant toi-même seul, est-ce que tu penses que tu aurais vu directement ces petits détails, ou est-ce que tu te dis quand même, en effet, il y a une vraie différence en ce que tu aurais fait toi-même sans nous? Il faut savoir que Olivier bricole, donc il fait pas mal de choses dans son habitation, etc. Voilà pourquoi est-ce que je l'amène sur ce terrain-là, parce que lors de la construction, on a quand même eu pas mal de débats justement sur certains petits détails, et donc c'était important pour moi d'avoir son avis et de pouvoir le partager évidemment avec vous, quoi. Bonjour, ben voilà, comme tu l'as très bien dit, vers quoi on va aller. C'est vrai que comme tu me le disais à la base, une ossature bois, ça paraît assez simple à réaliser. Ouais. Et effectivement, ici, lors de toutes les phases de déroulement, je me suis bien rendu compte que c'était quand même assez spécifique, qu'il y avait des points clés à bien maîtriser. Qu'est-ce que tu penses qui est pour toi important à maîtriser et qui pourrait, allez, je vais dire, réduire la pérennité de ton bâtiment? Donc si par exemple on n'avait pas été là et que tu t'étais lancé, qu'est-ce que tu penses qui aurait pu foirer si on n'avait pas, par exemple, moi je parle plutôt des étanchéités en bas de mur par exemple, mais est-ce que toi tu en vois d'autres qui pour toi sont hyper nécessaires pour la pérennité de ton bâtiment? À la base, c'est vrai que je bricole. Maintenant, dans ossature bois, je n'ai pas vraiment beaucoup de connaissances en la matière. Maintenant, je me suis bien rendu compte en avançant, comme tu m'expliquais, tout ce qui était contreventement, d'avoir mis des solives dans un sens, puis des solives dans l'autre, avec quelques darons et compagnie. En y réfléchissant bien, je me disais que tout ce que tu me disais avait effectivement une logique derrière, quoi. Donc voilà, moi, me lancer dedans, avec mon frère ou quoi, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu tenter le coup, mais après l'avoir réalisé avec toi, je suis vraiment content d'être passé par toi. Oui, c'est gentil, merci. Je pense que sincèrement, l'avoir fait seul, je ne vais pas dire que ça aurait été une catastrophe, mais ça n'aurait pas donné le résultat. En fait, je pense que le résultat final aurait sans doute été le même visuellement, on va dire, hein, peut-être au détail des moulures de finition dont on a parlé, etc. Mais c'est, voilà, comme il le dit, c'est important, c'est-à-dire que où je voulais l'emmener surtout, c'est le débat qu'on a eu avec certains d'ailleurs dans les commentaires, Mathieu David pour ne pas le citer, et d'autres, qui disaient oui, le contreventement de ceci, de cela. Tout ça, on l'a expliqué ici, alors j'y reviendrai sur des vidéos plus spécifiques en termes de résistance de structure. Il y a des gens qui mettent des commentaires, on parle de fluage, on parle de chaînage, etc. Il faut juste comprendre que le chaînage n'est pas toujours nécessaire, donc les entretoises entre les solives, ça dépend vraiment de la base de votre poutre par rapport à la hauteur et la longueur de la poutre. Tous ces détails-là, on en a discuté, on en a parlé. Et donc, tout ça pour dire que, en effet, ça paraît très simple de faire ce bâtiment-là, ça l'est, c'est un Lego, c'est tout facile, mais il y a plein de détails, comme les retours de coin, comme les étanchéités au niveau des fenêtres, comme justement comment mettre le pare-pluie, les plis corrects au niveau des retours de fenêtres et en pied de structure, qui vont faire que vous avez une structure pérenne. Et ça, c'était important pour moi de le dire. Je pense qu'on a une super collaboration. Moi, je suis super content du projet. En plus, donc ici, c'est du bardage mélèze. Moi, je trouve ça vraiment très joli. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les châssis. Donc, si je comprends bien, c'est un ami à toi qui vient les poser, voilà, pareil, exact, en collaboration. Et nous, on reviendra peut-être avec la vidéo sur la pose de l'EPDM. Entre-temps, je te dis à bien vite. Et puis, je vous dis à bien vite aussi. Ouais, alors je voulais quand même ajouter un petit quelque chose. Dis-moi. C'est justement cette collaboration qu'on a pu avoir. Je pense que ça ne court pas les rues. Et donc, je suis vraiment agréablement surpris de la manière dont on a pu travailler ensemble. Ça va pas, merci. En plus, M. Pirard habite à 500 mètres de la maison, donc j'ai encore plus de chance. Ça, c'est vraiment super et je suis vraiment plus qu'enchanté du résultat final.
j'en rêvais de cette extension. Je pense que j'ai imaginé des choses. Et, au final, c'est encore mieux que ce que j'espérais à la base. D'accord. Donc, plus qu'enchanté. Ah bah super, nickel. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Voilà.